Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Shemot. Alors Shemot qui est la première paracha du second livre de la Torah, qui s'appelle aussi l'Exode, puisque tout ce livre, ce deuxième livre du Sefer Torah, va parler principalement de l'Égypte, l'exil égyptienne, la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la traversée du désert. En effet, cette première paracha, Shemot, qui veut dire les noms, où on va nommer les 12 tribus, les fils de Yaakov, et nous raconter qu'ils sont descendus, ils étaient 70. Ce détail est important du fait qu'on sait qu'ils sont sortis à 600 000, mais ils sont entrés qu'à 70. Et puisqu'ils se multipliaient de manière complètement surnaturelle, nos textes disent. C'est la raison pour laquelle Pharaon a commencé à s'inquiéter. C'est-à-dire qu'un empire se crée à l'intérieur de son pays, et donc a décidé de faire arrêter. Comment arrêter la natalité? C'est en les asservissant, donc rendre le peuple juif des esclaves. En effet, c'est ce qu'il va faire en les faisant souffrir, ce qu'il va faire aussi avec des décrets qui sont bien sûr là pour arrêter et décourager la natalité. C'est-à-dire, il appelle les sages-femmes, qui s'appelaient Shifra et Poua. D'ailleurs, Shifra était Yocheved, la mère de Moshe, et Poua Myriam, la sœur de Moshe. Il leur demande, si c'est un garçon qu'il naît, il faudra le tuer, mais la fille, il faudra la faire vivre. Évidemment que ces sages-femmes n'ont pas écouté à l'ordre de Pharaon et ont désobéi. Elles se font appeler chez Pharaon. Comment se fait-ce qu'elles aient désobéi à ce point et n'ont pas écouté cet ordre de tuer les garçons? Elles ont répondu car les femmes juives n'ont pas besoin de sages-femmes. On est là juste pour les soutenir, mais elles accouchent seules. De ce fait, quand les enfants naissent, on ne peut rien faire. Dieu les a récompensés, ou en effet, le fils de Yocheved étant Moshe et Aaron, elle a eu la prêtrise. De Myriam, puisqu'elle se mariera avec la famille de Yehuda, la tribu de Yehuda, d'où viendra la royauté, le roi David. L'exil commence, et plus exactement la servitude, puisque dans les années d'exil, nous comptons aussi les années où Yaakov était en Égypte, où tout se passait relativement bien. Mais là sont les années de la servitude, où ils ont été esclaves, frappés, ainsi de suite. Et dans toute cette chose-là, dans tous ces épisodes, le peuple est fatigué. Mais Amram, qui était le chef de sa génération, le tzaddik en son temps, de la tribu des Lévis, dit qu'il ne faut surtout pas arrêter d'avoir des enfants. Mais bien au contraire, il faut continuer. Comme le texte dit, plus il les faisait souffrir, ainsi ils se multipliaient et ainsi ils se fructifiaient. Et va naître un fils dans la maison d'Amram et de Yocheved, qu'il va s'appeler Moshe. Mais avant même de s'appeler Moshe, c'était un petit garçon qui naît à 7 mois. Pendant 3 mois, sa mère a pu le cacher. 7 mois, ce n'était pas un prématuré, mais complètement miraculeux. Un enfant tout à fait parfait. Mais sera caché durant 3 mois. Au bout de 3 mois, quand il ne peut plus être caché, sa mère va le prendre, le mettre dans un petit berceau en osier, qu'elle va elle-même confectionner, pour le mettre au bord du Nil, puisque le décret était que tous les enfants devaient être jetés au Nil. Et pourquoi les garçons devaient être jetés au Nil? Puisque les voyants, les astrologues, ont prévenu Pharaon. Il faut se souvenir quand même que l'Égypte d'époque était un pays de sorcellerie. Il avait dit que le sauveur du peuple juif naîtra et sera puni par l'eau. En fait, on parle bien sûr de Moshe, et l'eau par laquelle il sera puni, c'est une histoire bien plus tard, quand il frappera sur le rocher à la place de lui parler. Mais en voyant ça, Pharaon demande à ce qu'on jette tous les garçons au Nil. Moshe étant mis au bord du Nil, le décret a été enlevé. Myriam est restée pas trop loin pour voir ce qui allait se passer. La fille du Pharaon, nommée Bathia, descend au Nil et voit un enfant qui pleure. Le sort de l'eau, le tire et se dit c'est un enfant hébreu. Elle décide de l'adopter.
mais il fallait bien le nourrir. Elle appelle une nourrice égyptienne, mais la bouche qui allait parler à Dieu ne pouvait pas boire du lait d'une femme égyptienne. Donc Myriam intervient immédiatement et dit « Est-ce que vous voulez que j'appelle une nourrice juive ?» Bien sûr, Bathia accepte. Elle appelle bien sûr sa mère, donc la maman du bébé, qui l'a gardé jusqu'au sevrage. Bon, à cette époque, ça durait à peu près 3 ans. Elle le garde jusqu'au sevrage, donc il a grandi chez ses parents. Plus tard, il grandira au palais du pharaon et essaiera de faire en sorte que la servitude s'abaisse et qu'il y ait au moins un jour de repos, qui sera le Shabbat. Moshe grandit et sort dans les champs, là où le peuple travaillait, et voit un Égyptien qui frappait durement un autre Juif. Et donc, il regarde d'ici et de là. Il regarde en même temps si personne ne le voit physiquement, mais spirituellement. Il regarde aussi s'il n'y a pas une âme juive qui sortira de sa descendance. Il voit qu'il n'y a rien. Il le tue en prononçant le nom de Dieu et le recouvre par le sable. Au lendemain, il sort, il voit malheureusement 2 Juifs se disputer. Il dit « Pourquoi frappes-tu ton ami ?» C'est là où un d'entre eux répond et dit « Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Donc Moshe a eu peur, pris d'une crainte. A priori, ça s'est su, son acte d'hier. Il a d'ailleurs été dénoncé au pharaon qui décide de le tuer. Miracle a été fait. Son cou se transforme en pierre et le bourreau, bien sûr, ne peut pas le tuer. À ce moment-là, Moshe prend l'occasion, se sauve à Midian. À Midian, il va au puits où il rencontre les filles d'Yitro. Yitro était le prêtre de Midian, mais aussi en même temps, il avait relâché toutes les idoles. Il avait tout abandonné. De ce fait, les filles d'Yitro étaient mises à l'écart. On ne les laissait pas s'approcher du puits. Moshe arrive et les sauve. Et va leur servir à boire, va leur servir de l'eau, pour elles comme pour leurs troupeaux. C'est là quand elles rentrent chez leur père dit « Comment se fait-ce que vous avez fait si vite ?» Elles répondent « Un Égyptien était là. » Yitro, un homme intelligent, se dit « Au bord d'un puits, une histoire avec de l'eau, c'est un des descendants de Yaakov. » Et en effet, on les fait venir et va épouser Tzipora. Durant cette même période où il s'occupera des troupeaux d'Yitro, un mouton s'égare. Et Moshe, qui faisait attention à chacun de ces petits animaux, comment il mange et soignait chacun, court et rejoint une montagne où il y a un buisson ardent. Mais miracle, il ne brûlait pas, il ne se consumait pas. C'est là où il entend une voix, Dieu qui appelle Moshe et qui lui demande de sauver son peuple. Ça a pris 1 semaine entière pour que Dieu puisse convaincre Moshe d'aller sauver son peuple. Moshe se rend en Égypte, va se rendre en Égypte, mais dès qu'il va parler au Pharaon, la servitude sera endurcie. Oui, endurcie puisque le Pharaon dit, ils sont que paresseux. Ils ne sont que paresseux, donc il faut endurcir. C'est là où quand Moshe sort du palais du Pharaon, le peuple en a marre, dit « Voici, tu es venu nous ramener le message de Dieu qu'on allait quitter l'Égypte. » Et la servitude n'a fait qu'endurcir. Moshe s'adresse à Dieu et dit « Lama reota lamazé, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé cesser pour endurcir ?» La réponse à cette question se trouve dans la paracha de la semaine prochaine. Mais attardons-nous aujourd'hui sur juste le nom de notre paracha, Shemot, qui veut dire d'ailleurs les noms. Qu'est-ce que cela signifie? Veille les Shemot Israël, voici les noms des Israël. En fait, si nous citons ici les noms du peuple juif, c'est qu'on veut nous faire sous-entendre quelque chose. Le peuple a certes été asservi en Égypte, mais il y a une chose dans cet exil qu'ils n'ont jamais touché. Nos sages disent, le Shinun n'ont pas changé, Shmam, leur nom, les Vusham, leurs vêtements, ou Shonam, et leur langage, leur façon de parler, leur langue dans laquelle ils parlaient. C'est-à-dire ces 3 choses qui permettent de s'assimiler, ces 3 choses qui permettent un petit peu de se mélanger avec le reste, avec le peuple égyptien. Même si en Égypte, comme nous le savons, ils se sont écartés du reste des commandements, mais ces choses, ils n'ont jamais touché. Ils n'ont jamais touché les fondamentaux qui permettaient de les identifier en tant que peuple.
Et c'est la raison pour laquelle il dit, ce sont mes fils. Ils se sont toujours, même s'ils se sont écartés, mais restés toujours fidèles à leur identité, en ne changeant pas le nom, le vêtement et la langue. Et c'est ce que la paracha de cette semaine nous dit. L'exil n'était qu'un moyen pour réveiller dans ce peuple ce fond, ce point dur qui est cet attachement que nous avons jusqu'aujourd'hui avec Dieu. Nous savons très bien l'exil est là juste pour nous renforcer. L'exil est là, c'est un moment de descente, certes, mais Yerida, c'est descente, les Tzor et Chalia, c'est pour une élévation. Ka'asher Ya'anoto, autant ils seront asservis. Mais Ken Yirbe, ils se multiplieront, Vechen Yifros, ils se fructifieront. Matériellement et spirituellement, l'exil, c'est un terre-plein pour pouvoir nous élever et nous connecter, nous attacher encore plus à Dieu. Et c'est le message de notre paracha. Chez Mot, nous avons un nom, celui que la Torah nous donne. Nous avons une identité, c'est celle que la Torah nous a nommée en tant que béni Israël. Les enfants d'Israël, c'est-à-dire ce peuple qui appartient à Dieu, ce peuple avec ses commandements par lesquels nous attachons. Donc nos forces sont là. Prenons ces derniers instants de l'exil afin de nous connecter, nous attacher, nous rattacher de manière plus forte encore à notre source qui est notre Dieu. Au revoir à tous.